Une statistique chute brutalement, tandis qu'une autre s'envole soudain. Après des années de guerre silencieuse, le contraste entre sécurité retrouvée et reprise locale redessine le point de bascule national. Que signifie ce retournement pour ceux qui observent Ibrahim Traoré ? Une trajectoire nouvelle, encore fragile mais résolument affirmée, se dessine pour le Burkina Faso, où chaque progrès mesurable dépend d'un équilibre précaire entre sécurisation minimale, retour des activités civiles, confiance communautaire naissante et capacité à résister simultanément aux pressions géopolitiques, climatiques et structurelles qui persistent dans le temps immédiat et incertain. Cette analyse promet une chose précise: comprendre la mécanique réelle du redressement burkinabé sans mythifier les acteurs ni exagérer les résultats. Elle offre au lecteur un bénéfice clair en 10 à 12 mots, saisir pourquoi la stabilisation fonctionne ici, mais reste vulnérable ailleurs. L'enjeu est élevé, car une lecture superficielle confondrait facilement amélioration locale et solution durable. Sous la direction d'Ibrahim Traoré, le pays avance sur une ligne étroite où chaque décision opérationnelle produit à la fois un gain immédiat et un nouveau risque. Si la sécurité minimale permet la réouverture des marchés et le retour progressif des familles, elle expose aussi la fragilité des infrastructures, la dépendance aux saisons agricoles et la pression constante des équilibres régionaux. L'objectif n'est donc pas d'annoncer un succès, mais d'évaluer une trajectoire. Ce cadre aide à distinguer ce qui relève d'un effet mesurable de court terme de ce qui pourrait réellement s'enraciner. Il permet également d'anticiper les points de rupture possibles, avant qu'ils ne deviennent visibles. Cette promesse s'adresse à ceux qui cherchent des repères concrets plutôt que des récits spectaculaires ou des jugements idéologiques rapides. Le premier signal mesurable apparaît rapidement. Après 2022, plus de 28 bataillons sont déployés dans les zones les plus instables. Ce chiffre, souvent cité isolément, prend tout son sens lorsqu'il est mis en regard d'une baisse de 65% des violences observées dans certaines régions clés. Ce mini-révélateur change la lecture générale. Il ne s'agit pas seulement d'un effort sécuritaire accru, mais d'un point de bascule où la présence continue de l'État commence à remplacer une absence chronique. Avant cette période, de vastes zones du nord et du centre du pays vivaient dans une discontinuité permanente. Routes abandonnées, écoles fermées, marchés silencieux, puis inutilisables. La guerre n'était pas seulement un affrontement armé, elle était devenue une organisation du vide. Avec l'arrivée d'Ibrahim Traoré, la séquence se modifie par touches successives, plutôt que par rupture spectaculaire. Les bataillons ne sont pas mobilisés pour reconquérir symboliquement le territoire, mais pour stabiliser des points précis, souvent négligés auparavant. Cette stabilisation minimale crée un espace temporel nouveau. Dans cet intervalle, même limité, les acteurs civils peuvent réapparaître. Le contexte montre alors un mécanisme rarement mis en avant. Lorsque la violence recule durablement, même de façon partielle, les communautés locales ne restent pas passives. Elles testent. Un marché rouvre un jour par semaine. Une école accueille quelques élèves. Un puits réparé attire les premières familles revenues vérifier leurs habitations. Ces gestes sont prudents, réversibles, mais cumulatifs. Ce cadre permet de comprendre pourquoi certaines courbes économiques et sociales amorcent une remontée sans que la situation ne soit stabilisée partout. La reconstruction ne procède pas par plan national homogène, mais par microdynamique territoriale. Chaque zone sécurisée devient un laboratoire fragile où se jouent des équilibres nouveaux. Le mini-reveal n'annonce donc pas un succès global. Il révèle une condition nécessaire. Sans présence sécuritaire continue, aucune dynamique civile ne tient. Mais il suggère aussi une limite claire. La sécurité seule n'explique rien si elle n'est pas immédiatement suivie d'un retour visible des activités quotidiennes. Le personnage qui permet de lire cette phase initiale n'est ni un responsable politique, ni un commandant militaire. C'est un acteur ordinaire, replacé au centre d'un territoire redevenu praticable. Dans plusieurs localités du centre, un agriculteur raconte que le premier changement tangible n'a pas été l'arrêt total des attaques, mais la réparation du puits communal. L'eau revient. Les familles reviennent ensuite, par étapes prudentes, pour évaluer ce qui tient encore. Ce témoin devient une boussole. Il ne parle pas de stratégie nationale, mais de seuil concret, marcher sans escorte, cultiver à nouveau,
échangés au marché hebdomadaire. Ces seuils indiquent une sécurité vécue, différente des annonces. Ils expliquent pourquoi la reprise locale précède souvent les indicateurs macro. L'impact précoce se lit dans la répétition des gestes, pas dans leur ampleur. Dans le Nord, une enseignante revenue après des mois d'exil décrit un autre marqueur. La classe rouvre avec peu d'élèves, puis davantage. La présence régulière des patrouilles crée une continuité temporelle suffisante pour planifier la semaine suivante. Ici, l'effet n'est pas spectaculaire, il est cumulatif. Chaque journée sans interruption renforce la suivante. Sous l'impulsion d'Ibrahim Traoré, ces trajectoires individuelles servent de test opérationnel. Elles mesurent si la sécurisation minimale se transforme en capacité civile. Lorsque les familles restent, lorsque les marchés se répètent, lorsque les écoles tiennent, la dynamique passe un cap. A l'inverse, dès qu'un service se rompt, la confiance se retire rapidement. Ces impacts précoces montrent une règle simple. La stabilisation ne vaut que si elle permet aux acteurs locaux de redevenir prévisibles. Sans cette prévisibilité, aucun retour durable n'est possible. Le so what est clair et bref. La reconstruction commence quand le quotidien redevient répétable. Avant 2022, la trajectoire suit une pente descendante continue. Les villages se vident, les routes se ferment, les marchés cessent d'exister. Chaque semaine confirme l'enfoncement d'espaces entiers dans une normalité de l'absence, où l'État apparaît par intermittence, puis disparaît durablement. Après le changement de direction, la chronologie se renverse, non par rupture spectaculaire, mais par une activation méthodique de points précis. La première phase correspond à l'activation. Des unités mobiles sont déployées non pour mener des offensives massives, mais pour stabiliser les zones les plus vulnérables. Les axes prioritaires sont identifiés. Les postes abandonnés sont réoccupés. La présence devient continue, y compris après la tombée du jour. Cette continuité, plus que la force, modifie le comportement local. Les habitants observent, ils attendent, ils testent les limites. Vient ensuite la phase de montée en intensité. Les convois recommencent à circuler, d'abord de façon irrégulière, puis plus fréquemment. Les routes contournées hier sont progressivement sécurisées. Les villages du nord et du centre perçoivent un changement subtil. L'État ne disparaît plus entre deux passages. Cette constance ouvre un espace d'initiative civile. Les familles déplacées reviennent par vagues modestes. Elles réparent, nettoient, évaluent. Rien n'est encore acquis, mais le mouvement est enclenché. Le point de bascule se situe lorsque les premiers marchés reprennent. Un marché clé rouvre après des mois d'inactivité. Les vendeurs arrivent tôt. Ils repartent vite. Puis ils reviennent la semaine suivante. Cette répétition signale plus qu'un échange économique. Elle indique que le risque devient calculable. Autour de ces marchés, de petites activités réapparaissent, réparateurs de motos, commerçants ambulants, transporteurs improvisés. La vie revient par fragments. La phase suivante correspond à la diffusion des effets. Une fois les marchés stabilisés, les équipes agricoles interviennent, les semences sont distribuées, les dégâts sont évalués. Les canaux d'irrigation et les puits deviennent des priorités. Là où l'eau revient, la population se réinstalle plus rapidement. L'agriculture ne redémarre pas partout, mais elle redémarre assez pour modifier les flux. Les corridors humanitaires, conçus pour les déplacements sécurisés, commencent à fonctionner dans l'autre sens. Des produits agricoles remontent vers les centres urbains. Sous la conduite d'Ibrahim Traoré, cette séquence repose sur une articulation simple. Sécurisation minimale, retour civil, reconstruction progressive. Chaque étape conditionne la suivante. Lorsque l'une faiblit, l'ensemble ralentit. Mais lorsqu'elle s'aligne, la dynamique s'auto-renforce. Les écoles rouvrent avec peu d'élèves, puis davantage. Les dispensaires reprennent leurs activités essentielles. Les équipes de médiation apparaissent pour gérer les tensions liées au retour simultané. La dernière phase correspond aux rémanences. Des zones autrefois isolées retrouvent un rythme quotidien. Les villages vivent sans illusion de victoire totale, mais sans paralysie. La peur recule sans disparaître. La normalité devient praticable. Cette séquence révèle une leçon centrale. Un pays ne se redresse pas par un événement unique.
Il se redresse par une suite d'actes répétés, visibles, vérifiables, qui finissent par transformer la perception du risque et la capacité à se projeter. Le point de départ est clair. Avant les premières interventions coordonnées, de larges zones du nord et du centre restaient durablement incontrôlées, avec des attaques récurrentes et des déplacements massifs. Le changement mesurable apparaît lorsque la stratégie progressive transforme ces territoires en espaces partiellement stabilisés. La lecture baseline, delta, permet d'éviter les interprétations hâtives et de relier les chiffres aux effets observables. Premier indicateur, 28 bataillons déployés après 2022. Dans un contexte d'absence prolongée de l'État, ce volume mesure moins une puissance brute qu'une capacité de présence continue. Le delta n'est pas seulement numérique. Il réside dans la régularité des patrouilles, la tenue des postes après la tombée du jour et la réduction des zones grises. Cette présence soutenue crée un cadre temporel prévisible, condition nécessaire au retour des acteurs civils. Deuxième indicateur, 65% de violence dans des régions clés. La baisse ne signifie pas disparition des menaces, mais rupture du cycle d'attaques répétées qui paralysait la vie quotidienne. Le delta se lie dans la durée, moins d'incidents successifs, moins de déplacements forcés, davantage de semaines sans interruption majeure. Cette évolution explique pourquoi des services fragiles, marchés, écoles, dispensaires peuvent rouvrir et tenir dans le temps. Troisième indicateur, plus 130% de rendements agricoles dans les zones stabilisées. Ce chiffre ne décrit pas une performance nationale homogène. Il reflète l'effet combiné de la sécurité minimale, du retour de l'eau et de l'accompagnement agricole ciblé. Le delta se manifeste par la corrélation entre stabilisation et production. Là où l'accès est continu, les cultures reprennent. Là où l'accès reste intermittent, la reprise stagne. La hausse traduit surtout une restauration des conditions de base, pas une intensification exceptionnelle. Pris ensemble, ces repères chiffrés dessinent une cohérence. Là où les bataillons sont présents de manière continue, la violence recule durablement. Là où la violence recule, l'activité civile réapparaît. Là où l'activité revient, la production suit. Chaque indicateur renvoie au même enchaînement causal. Il n'y a pas de raccourci statistique, seulement des liaisons conditionnelles. Sous l'impulsion d'Ibrahim Traoré, l'intérêt de ces chiffres tient à leur capacité explicative, non à leur valeur démonstrative. Ils montrent pourquoi certaines zones avancent plus vite que d'autres. Ils indiquent aussi les limites. Une amélioration mesurée reste réversible si la continuité se rompt. Le delta positif ne garantit pas l'ancrage. Enfin, la quantification révèle un effet souvent sous-estimé, l'ancrage psychologique. Des chiffres crédibles créent un seuil de confiance. Ils autorisent les décisions suivantes, revenir, investir du temps, rouvrir un service, sans promettre une sécurité totale. La preuve quantitative n'est donc pas une conclusion. C'est un outil de navigation utile tant que les signaux convergent et que les écarts sont surveillés. Deux lectures opposées structurent l'analyse de la trajectoire récente du Burkina Faso. La première soutient que les améliorations observées restent fragiles et excessivement dépendantes d'une présence sécuritaire militarisée. Selon cette position, la baisse des violences et la reprise locale masquent une vulnérabilité profonde. Infrastructures endommagées, ressources limitées et dépendance à des unités fortement sollicitées. Les critiques estiment que, sans une gouvernance civile pleinement réinstallée, les progrès risquent de s'épuiser rapidement. Ils soulignent que la stabilisation peut créer une illusion de contrôle sans résoudre les causes structurelles de l'instabilité. La seconde lecture défend une interprétation inverse. Elle considère que la dynamique actuelle repose moins sur la force que sur la réintégration simultanée des civils. Ce point de vue met en avant la relance agricole, la réparation des puits, la réouverture progressive des marchés et des écoles. Pour ses partisans, ces signaux démontrent qu'un modèle communautaire prend forme, où la sécurité joue un rôle de déclencheur, mais où les initiatives locales deviennent le moteur principal. La multiplication des coopératives, la médiation locale des conflits et le retour durable des familles seraient autant d'indices d'un enracinement réel. Une réponse rigoureuse exige de s'en tenir strictement aux données disponibles. Les indicateurs chiffrés confirment une transformation tangible mais incomplète.
La baisse mesurée de la violence, l'augmentation des rendements agricoles et la réactivation partielle des services sociaux attestent d'un changement réel. Dans le même temps, l'irrégularité persistante de certaines zones valide la prudence des critiques. Les avancées ne sont ni uniformes ni irréversibles. La synthèse la plus solide consiste à reconnaître la coexistence de ces deux dynamiques. La stabilisation observée n'est ni purement militaire, ni exclusivement civile. Elle repose sur une interaction continue entre sécurisation minimale et reconstruction locale. Là où l'une précède l'autre sans s'y connecter, la dynamique s'épuise. Là où elle s'articule, les effets se renforcent. Sous la direction d'Ibrahim Traoré, cette lecture nuancée évite deux écueils. Elle ne célèbre pas prématurément un succès fragile. Elle ne réduit pas non plus les progrès à une simple parenthèse sécuritaire. Elle reconnaît une trajectoire intermédiaire, mesurable, mais encore exposée aux chocs internes et externes. Il ne s'agit plus seulement de stabiliser des zones isolées, mais d'observer comment plusieurs territoires commencent à fonctionner selon une logique nouvelle. Ce basculement n'est pas spectaculaire. Il est discret, cumulatif et souvent invisible à distance. Dans certaines localités du Nord, les corridors humanitaires changent de nature. Pensés pour sécuriser les déplacements, ils deviennent des axes de circulation économique régulière. Des produits agricoles y transitent dans les deux sens, signe que la peur n'organise plus seule les mouvements. Dans d'autres zones, les écoles rouvrent avec des effectifs réduits mais constants. La continuité compte davantage que le volume. Chaque semaine tenue renforce la suivante. Ce rythme crée une projection minimale dans l'avenir, condition essentielle pour que les familles restent. La société locale cesse alors de fonctionner en mode survie immédiate. Sous l'impulsion d'Ibrahim Traoré, ce midpoint révèle une transformation clé. La dynamique ne dépend plus exclusivement de la présence sécuritaire. Elle commence à s'auto-entretenir. Les marchés attirent de nouveaux vendeurs. Les agriculteurs organisent des échanges saisonniers. Les réseaux communautaires se reforment autour d'intérêts partagés plutôt que de menaces communes. Ce moment intermédiaire ne garantit rien. Il indique cependant un seuil franchi. La reconstruction n'est plus seulement enclenchée, elle devient pour la première fois partiellement portée par ceux qui en vivent les effets au quotidien. Les effets du redressement apparaissent nettement lorsqu'on observe les 4 groupes directement concernés par la stabilisation progressive. Ces impacts ne sont ni simultanés ni uniformes. Ils suivent des séquences distinctes mais convergentes qui permettent de mesurer la portée réelle des changements engagés sous la direction d'Ibrahim Traoré. Pour la population locale, la transformation se lit d'abord dans la mobilité quotidienne. Les familles revenues ne s'installent pas immédiatement. Elles testent la continuité, la possibilité d'aller chercher de l'eau sans escorte, de circuler jusqu'au marché voisin ou de rester après la tombée du jour devient un indicateur central. Dans les zones où la violence a reculé de 65%, ces gestes ordinaires se répètent. La normalité n'est pas proclamée, elle est pratiquée. Cette répétition ancre une confiance prudente mais croissante. Du point de vue des dynamiques économiques, la reprise agricole agit comme moteur. L'augmentation de 30% des rendements dans certaines zones stabilisées se traduit par une circulation accrue des produits. Les marchés, d'abord hebdomadaires, gagnent en régularité. Des activités périphériques réapparaissent, transport local, réparation, petits échanges. Les corridors, initialement humanitaires, deviennent progressivement des routes commerciales fonctionnelles. Ce basculement confirme que la sécurité minimale permet à l'économie locale de sortir de l'intermittence. Concernant les structures sociales et éducatives, l'impact se manifeste par la continuité des services. Les écoles rouvrent avec peu d'élèves mais tiennent dans le temps. Les dispensaires reprennent des activités essentielles malgré des moyens limités. La régularité prime sur l'ampleur. Les médiations communautaires traitent les conflits liés au retour simultané de familles. Ces mécanismes réduisent les risques de tensions internes qui pourraient fragiliser la stabilisation. Enfin, dans les zones frontalières et régionales, les retombées prennent une dimension stratégique. Les axes restaurés facilitent les échanges avec les pays voisins. Bien que la menace armée demeure, la stabilisation interne améliore la capacité à contrôler les flux et à sécuriser les points de passage.
Certaines localités retrouvent un rôle de carrefour régional, renforçant leur résilience économique et sociale. Pris ensemble, ces effets montrent que la transformation engagée ne se limite pas à un secteur. Elle agit comme une progression coordonnée, où chaque groupe avance à son rythme, mais contribue à un mouvement commun de réinstallation durable. L'évolution des prochains mois peut être cadrée sans prétendre à la prédiction. 3 scénarios permettent d'organiser la lecture des signaux existants et d'anticiper les bifurcations possibles, en restant strictement aligné sur les dynamiques observées. Scénario de base, continuité prudente. Dans cette configuration, les zones déjà stabilisées poursuivent leur progression à un rythme régulier. Les marchés conservent leur fréquence, les écoles maintiennent leurs ouvertures et les familles revenues s'installent durablement. Les poches d'instabilité persistent, obligeant à des interventions ponctuelles, mais sans remettre en cause l'ensemble. L'agriculture continue de produire au-dessus du niveau antérieur, tout en restant sensible aux aléas climatiques. Ce scénario prolonge l'existant sans accélération majeure, avec une reconstruction graduelle qui tient tant que la continuité n'est pas rompue. Scénario favorable, consolidation élargie. Ici, les dynamiques locales gagnent en cohérence. Les coopératives agricoles s'organisent au mieux, les corridors devenus commerciaux attirent davantage de flux, et certaines zones frontalières renforcent leur rôle d'échange. Les services sociaux gagnent en régularité, réduisant les tensions liées au retour de population. Les médiations communautaires limitent les conflits locaux. Ce scénario suppose une articulation fluide entre sécurité minimale et initiative civile, où la stabilisation cesse d'être un préalable et devient un acquis relatif. Scénario contraint, fragilisation diffuse. Dans cette hypothèse, plusieurs facteurs interfèrent simultanément. Des épisodes climatiques défavorables affectent les rendements. Des tensions sécuritaires réapparaissent par intermittence. Certaines infrastructures réparées fonctionnent de manière irrégulière. Les marchés deviennent moins prévisibles. Les familles récemment revenues hésitent à rester. La trajectoire ne replonge pas dans le chaos, mais elle perd en vitesse et en lisibilité, rendant la reconstruction plus incertaine. Recommandation de lecture. Plutôt que de guetter des ruptures spectaculaires, l'analyse gagne à suivre les signaux faibles. Régularité des marchés hebdomadaires, continuité des classes, fonctionnement des puits, stabilité des flux agricoles. Ces indicateurs discrets déterminent la trajectoire réelle bien plus sûrement que les annonces ou les variations ponctuelles. Pour ceux qui observent ces évolutions à distance, 3 angles permettent de comprendre comment la trajectoire actuelle résonne au-delà du terrain immédiat. Chacun éclaire une dimension différente du redressement et aide à interpréter les signaux sans les surestimer. Le premier angle, centré sur l'humain, s'attache au retour du quotidien. Il s'agit de familles qui reprennent des routines simples, d'enfants qui retournent en classe, de marchés qui réapparaissent après des mois d'absence. Pour ce public, la transformation ne se lie pas d'abord dans les chiffres, mais dans la capacité d'une communauté à retrouver une cohérence minimale. La question clé n'est pas la vitesse du changement, mais sa répétition dans le temps. Le deuxième angle concerne ceux qui regardent avant tout les dynamiques économiques. Ils s'intéressent à la relance agricole, à la circulation des produits et à la régularité des échanges. Leur attention se porte sur la continuité des marchés, la fiabilité des corridors et la capacité des acteurs locaux à maintenir une activité sans interruption. Ce groupe cherche des indices de durabilité plutôt que des pics ponctuels. Le troisième angle touche aux enjeux de gouvernance et de cohésion. Il observe comment les structures locales se réorganisent lorsque les conditions minimales sont réunies. Médiation communautaire, retour des enseignants, entraide informelle. Ces mécanismes montrent ce que des sociétés peuvent produire par elles-mêmes lorsque la pression immédiate recule. Sous la direction d'Ibrahim Traoré, ces dynamiques offrent un cas d'étude sur l'interaction entre impulsion centrale et appropriation locale. Pour chacun de ces regards, 2 pistes d'attention se dégagent. D'abord, privilégier les signaux concrets aux annonces générales. Ensuite, suivre la constance des microsystèmes locaux, car c'est leur stabilité qui conditionne l'évolution de l'ensemble. L'étape suivante consiste à traduire les dynamiques observées en une feuille de route pragmatique, fondée sur des actions vérifiables plutôt que sur des objectifs déclaratifs.
Sous l'impulsion d'Ibrahim Traoré, cette logique repose sur un principe central. Chaque intervention doit produire un effet mesurable dans le quotidien des communautés concernées. La première ligne d'action concerne la sécurisation continue des zones stabilisées. Elle implique des équipes mixtes associant forces de sécurité et relais civils présentes de manière régulière. Le critère d'évaluation n'est pas l'intensité, mais la constance. Patrouille tenue, postes occupés, circulation possible à heure fixe. Sans cette continuité, les autres actions perdent rapidement leur efficacité. La deuxième ligne porte sur la consolidation agricole ciblée. L'objectif n'est pas d'augmenter massivement la production, mais d'éviter les reculs. Le suivi se fait à travers la stabilité des rendements, le fonctionnement durable des puits réparés et l'entretien des canaux d'irrigation. Une production qui tient dans le temps devient un facteur d'ancrage pour les familles revenues. La troisième ligne vise la réactivation des services sociaux essentiels. Écoles et dispensaires doivent fonctionner de manière régulière, même avec des capacités limitées. La mesure clé réside dans la continuité hebdomadaire, car elle crée une projection minimale dans l'avenir et renforce la confiance locale. La quatrième ligne concerne la médiation communautaire. Des équipes locales interviennent en fonction des tensions liées au retour simultané ou aux conflits fonciers. Le repère de succès est simple, des conflits résolus sans déplacement de population. Enfin, la cinquième ligne touche à la circulation économique. La régularité des marchés et des flux agricoles constitue l'indicateur synthétique du redressement. Lorsque ces 5 axes avancent ensemble, la reconstruction gagne en cohérence et en résilience. Au terme de cette trajectoire, ce ne sont pas les chiffres qui restent en mémoire, mais les scènes les plus simples. Une salle de classe rouverte avec quelques élèves silencieux. Un puits remis en service où l'eau recommence à couler. Un marché qui revient, d'abord hésitant, puis régulier. Ces images donnent un sens concret aux dynamiques décrites depuis le début. Elles rappellent que le redressement ne s'incarne jamais dans un moment fondateur unique, mais dans une suite de gestes répétés. Sous l'impulsion d'Ibrahim Traoré, ces gestes ordinaires deviennent des indicateurs silencieux. Ils montrent si une décision tient dans le réel ou s'efface dès que la pression revient. Chaque retour durable, chaque service maintenu, chaque activité répétée agit comme une confirmation progressive. La transformation ne repose pas sur des promesses spectaculaires, mais sur la capacité à maintenir ce qui a été rouvert. Le motif initial se rejoue ainsi. Un retour prudent, puis une habitude, puis une continuité. C'est dans cette transition que se mesure la profondeur du changement. Les communautés ne célèbrent pas une victoire. Elles vérifient chaque jour que la normalité reste praticable. La phrase qui résume cette dynamique tient en peu de mots. La reconstruction commence toujours par un geste que l'on répète. C'est cette répétition, plus que tout discours, qui dessine la trajectoire réelle. Ce parcours invite à une réflexion plus large que le seul cas burkinabé. Il interroge la manière dont nous observons les sorties de crise et surtout ce que nous choisissons de regarder pour juger qu'un redressement tient réellement. Les annonces, les chiffres isolés ou les déclarations officielles attirent l'attention, mais ils disent peu de la capacité d'une société à se maintenir dans le temps. À travers les dynamiques décrites sous la direction d'Ibrahim Traoré, une autre grille de lecture apparaît. Elle repose sur les signaux discrets. Un marché qui reste ouvert plusieurs semaines de suite, une école qui ne referme pas après une alerte, une communauté qui résout ses tensions sans se disperser. Ces éléments, modestes pris séparément, deviennent puissants lorsqu'ils s'additionnent. Pour celles et ceux qui suivent de même ces évolutions, l'enjeu n'est pas seulement d'évaluer un pays, mais de repenser nos critères d'attention. Qu'est-ce qui, dans nos propres contextes, joue ce rôle de stabilisateur silencieux? Quels gestes répétés transforment réellement une situation fragile en trajectoire viable? La discussion reste ouverte. Observer, comparer, débattre de ces mécanismes concrets permet peut-être de mieux comprendre comment naissent les résiliences durables loin des récits simplificateurs.